La deuxième émission de la série consacrée aux hommes et aux machines est consacrée à la biologie et au comportement. Le mot comportement, behaviorisme en américain, est une technique opérationnelle qui consiste à attaquer l'homme comme on attaque un circuit, une machine, en lui proposant des stimuli, en voyant sa réponse. C'est une méthode sur laquelle, avec le grand nom de Skinner, qu'on va voir dans un instant, je voudrais interroger Pierre Aigrin. Bien, je crois qu'il faut voir que Skinner est un homme qui prend des positions personnelles philosophiques sur cette question qui sont tout à fait extrémistes et volontairement. Cela ne veut pas dire qu'il est totalement tort ou que le behaviorisme n'ait pas été et ne soit pas encore une méthode extrêmement féconde. Skinner considère que le but de la science et le rôle du scientifique est de comprendre et d'expliquer les phénomènes qui ne sont pas encore compris. Alors, pour les expliquer, nous sommes obligés de les réduire à quelque chose que nous pourrions appeler de mécanique, en prenant mécanique dans un sens assez vaste. Par conséquent, son attitude est de dire, ou bien ça peut être réduit à quelque chose de mécanique, et à ce moment-là, c'est scientifique, ou bien ça ne peut pas et ça ne m'intéresse pas. Par définition même, par conséquent, son attitude est uniquement mécaniste. Je pense que la première partie de cette attitude est parfaitement valable. Il est tout à fait normal de dire ça ne me sert à rien de m'attaquer à des problèmes que je sais je ne pourrai pas réduire en termes mécaniques parce qu'ils ne pourront pas être exprimés en termes scientifiques. C'est excessif que de dire que les problèmes que l'on ne peut pas aujourd'hui attaquer de cette manière ne présentent aucun intérêt et par conséquent ne doivent pas être regardés par des méthodes qui ne sont plus scientifiques au sens habituel du terme. Oui. Si l'attitude de Skinner prête déjà à commentaire, il est encore plus effrayant d'expérimenter sur le génétique. Luria, qui a d'abord été, je crois, un physicien, qui s'intéresse à la biologie, nous l'avons interrogé pour, de manière assez générale, voir en quoi l'intervention expérimentale était possible en biologie et aussi aux extrémités de la biologie à l'homme. Bien évidemment, c'est un problème moral extrêmement complexe qui a d'ailleurs été évoqué dans un certain nombre de congrès, et en particulier tout récemment à Paris. Ce problème-là est un petit peu en dehors du domaine strict de l'homme et de la machine. Il est dans le domaine de l'homme et la science en général. Je pense que l'attitude de Luria se suffit à elle-même. Je trouve qu'il est presque inutile de la commenter, dans la mesure où il trouve, je crois, un équilibre excellent entre les aspects moraux, les aspects techniques, les limites à ce que peut être la biologie, science en grande partie historique, comme il le dit lui-même. Justement, nous avons été contents d'avoir chez Luria un témoin aussi nuancé, aussi prudent, et je voudrais prévenir le public des dernières images de cette émission où White, qui se fait appeler le roi de Cleveland, greffe des têtes de singes sur les corps décapités d'autres singes. Nous ne devrions pas jeter ces images dans le public sans un commentaire, non pas humoristique, car l'humour serait macabre, mais sans vouloir dire que certaines expérimentations un peu grossières ne sont pas forcément à prendre tellement au sérieux. En étudiant le langage, il semble donc, on l'a vu dans l'émission précédente, que l'opposition classique du vitalisme et du mécanisme ne rende pas assez compte de certaines analogies frappantes entre les machines
les animaux et les hommes. Si l'on tente maintenant d'étudier ces rapports du point de vue de la biologie plutôt mécaniste et de la science du comportement qui s'occupe davantage de ce qui n'était jusqu'à ce jour pas le propre de la machine, on s'aperçoit là aussi que la génétique n'existe pas sans morale, que l'ordinateur le plus puissant ne peut pas prédire le comportement d'un être humain, quelle que soit la conviction du spécialiste qui le programme, qu'un neurochirurgien peut être aussi un catholique pratiquant, et que la religion n'est peut-être que l'informatique de l'âme. Je crois que nous sommes arrivés à une situation où les machines rendent possible un monde, enfin une infinité de mondes, dont peut-être seulement une petite proportion soit un monde vivable pour l'homme. Et je crois que c'est là la question. Enfin, il se pourrait que ces machines-là rendent l'homme trop intelligent pour son propre avenir. Et c'est ça, les choses, ce sont là les questions auxquelles il faudrait s'attacher, au lieu de faire des oppositions stériles entre l'homme et la machine. Quand on regarde aujourd'hui, par exemple, ces choses-là comme le remplacement des parties du corps, même les gens les plus vitalistes ne vous diraient pas, il ne faut pas faire ça. Quand on a les reins qui soient cassés, il faut remplacer les reins avec un rein artificiel. On peut dire que le remplacement des cœurs, c'est une chose, c'est de la thérapeutique héroïque, c'est entendu. Mais quand même, nous savons même faire, et nous saurons surtout demain, à faire des choses au point de vue génétique, qui certainement seulement s'expliquent si on considère que les gènes, c'est en somme une machine informatique à travers l'évolution. C'est la machine informatique de l'évolution même, les gènes. On dit que des biologistes ont découvert le secret de la vie. Pourriez-vous nous expliquer rapidement quelles sont, à votre avis, les 3 ou 4 étapes les plus importantes qui caractérisent la biologie depuis Darwin? Les étapes les plus importantes ont été, à mon avis, en première place, le développement de la génétique moderne au début de ce siècle, avec la redécouverte des lois de Mendel, qui a mis le gène au centre de la biologie. Puis, entre 1920 et 1940, le développement de la biochimie, qui a montré comment les êtres vivants emploient l'énergie des substances non vivantes pour bâtir la substance vivante des cellules et de l'organisme. Et puis ces deux courants, le courant génétique et le courant biochimique, sont venus à se fondre avec la grande découverte de Watson et Crick, de la structure de l'ADN qui a démontré que le gène est une substance chimique, mais une substance chimique de type exceptionnel qui est uniquement douée des caractères nécessaires pour fonder sur lui la structure des êtres vivants. Et depuis Watson et Crick, est-ce qu'il y a eu d'autres découvertes? Depuis Watson et Crick, il y a eu tout le développement de la biologie moléculaire moderne, qui est vraiment la fusion de la biochimie et de la génétique. Et cette biologie moléculaire, pour le moment, a eu ses plus grands succès dans l'étude des bactéries et des virus, mais aussi dans l'étude de certains phénomènes qui sont directement d'importance pour l'homme. Et la prochaine étape à qui on s'attend, c'est la biologie moléculaire du système nerveux, qui pourrait nous dire quelque chose sur la base chimique, physique et biologique de la pensée humaine. On emploie souvent le terme genetic engineering.
Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une activité qui devrait être en quelque sorte contrôlée, étant donné ses implications? C'est très difficile de dire ce qui devrait être contrôlé. Par exemple, je crois que la recherche sur la fertilisation artificielle et sur ce qu'on appelle le cloning, c'est-à-dire la formation d'individus génétiquement identiques en transportant des noyaux de cellules, disons par exemple, d'un animal adulte dans des œufs non fertilisés ou fertilisés. C'est réellement possible, ce que vous appelez le cloning? Le cloning, c'est certainement possible. On peut le faire. Ça a été fait chez la grenouille. Et en Angleterre, on est en train d'étudier la possibilité de le faire chez la souris. Et je crois qu'aussi, probablement, dans des laboratoires aux États-Unis, on est en train de le faire aussi. Le problème se pose quand on commence à se demander, est-ce qu'on pourrait le faire chez l'homme et qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter évidemment quelque chose qui n'est pas très important à l'échelle de la population humaine. On pourrait y avoir peut-être des expériences où quelques familles voudraient avoir, par exemple, un fils qui est génétiquement identique à son père, ou bien génétiquement identique à un fils qui est en train d'aller mourir d'une maladie aiguë. Mais on pourrait aussi avoir quelqu'un qui commence à l'idée de produire des centaines d'Einstein ou des centaines de Hitler ou des centaines de Staline ou n'importe quoi. Mais quand vous dites mon problème, mon opposition à ce type d'application de la recherche, c'est que je crois qu'il y a une limite à laquelle la liberté de recherche devrait s'arrêter. C'est la limite à laquelle on commence à avoir affaire aux droits de l'homme. Je pensais à ça en relisant récemment une pièce de Jean Vercors qui s'appelle Zoo, ou l'assassin philanthropique. Et je crois que le problème c'était là, est-ce que certains sauvages ou singes, entre le sauvage et le singe de la Nouvelle-Guinée étaient des hommes, est-ce qu'on pouvait les exploiter comme on voulait, comme des animaux, ou bien est-ce qu'ils étaient des hommes avec leurs droits sur la constitution anglaise ou australienne? Et je crois que le même problème commence à se poser dès qu'on commence à essayer de manufacturer un homme qui sera fait par une technique de ce type. C'est très différent, je crois. Je ne sais pas combien différent, je ne suis pas un philosophe ou un expert en sciences éthiques ou morales, mais je crois qu'il y a une différence foncière entre la possibilité de faire des hommes dont on sait déjà quelle sera la constitution génétique par la transplantation de noyaux, et d'autre côté, simplement, disons, l'insémination artificielle par laquelle on peut ensemencer une femme avec la substance spermatique d'un homme qui ne peut pas s'y approcher pour une raison ou l'autre. Vous parlez des choses qui sont réellement possibles aujourd'hui. Oui, je parle de choses qui sont réellement possibles, qui seront, si la recherche continue. Chez la souris, je crois que la transplantation nucléaire dans l'œuf de souris pourra être réalisée entre 2 et 10 ans, peut-être 5 ans, je ne sais pas. Et chez l'homme, le problème est exactement le même que chez la souris. Le problème, en général, c'est que les œufs de mammifères sont beaucoup plus petits que ceux de la grenouille. Et c'est ça qui pose des problèmes expérimentaux. Mais je crois que si on voulait le faire chez l'homme, on pourrait peut-être le faire entre 10 ans et 20 ans, ou même peut-être plus tôt. Le problème, est-ce qu'on veut le faire? Et la réponse, toujours, est ce qu'on peut apprendre, c'est
par exemple, des questions de psychologie. C'est comme d'avoir des jumeaux, mais de les avoir, pas en avoir deux, des jumeaux identiques, mais d'en avoir 20 ou 30 ou 50. Est-ce qu'il est possible de faire des expériences de comportement? Oui, Est-ce qu'on veut faire des expériences comme ça? Est-ce qu'on veut, pour des expériences comme ça, risquer d'abaisser le respect pour l'homme? À propos des analyses de Skinner, célèbre psychologue de l'université de Harvard, certains prétendent qu'il a élevé sa fille dans une cage expérimentale. Mieux vaut éviter de parler du respect de l'homme. Votre dernier livre porte le titre « Choc au-delà de la liberté et de la dignité ». Alors, est-ce qu'on peut aller vraiment au-delà de ces deux choses qui caractérisent les êtres humains depuis des siècles? Un homme n'est pas libre, mais il a la semblance, il a Le sentiment d'être le libre. sentiment. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, la différence entre être libre et avoir le sentiment d'être libre? Un homme a le sentiment de la liberté quand il agit pour les effets, pour les conséquences plaisantes. Et il n'a pas le sentiment de la liberté quand il agit pour échapper, pour avertir des conséquences qu'il n'aime pas. Éviter. Oui. Pour éviter. Pour éviter. De plus en plus, dans l'environnement général, nous pouvons voir des relations qui, en effet, contrôlent le comportement humain. Et c'est dangereux de les oublier. Oui, mais donnez-moi un exemple de ce dont vous parlez. Par exemple, un gouvernement peut acquérir des monnaies de ses citoyens par la taxation, par taxe. Les impôts, oui. Par les impôts. Oui. Et Mais il y a des hommes qui refusent de payer les impôts. Oui, oui. On est libre. C'est un système punitif, un système de châtiment, oui. Mais avec un casino, un lottery, les citoyens donnent des monnaies au gouvernement librement. Oui. Mais pas en réalité. Vous donnez des exemples de liberté ou de l'absence de liberté qui sont un petit peu particuliers, les loteries, les impôts, etc. Mais on est quand même libre d'aimer la femme qu'on aime, de choisir le métier qu'on aime. Je ne crois pas dans le choix. Toutes les conditions sont très loin dans notre histoire, mais ils sont effectifs. Bien entendu, on aime une autre personne, mais pourquoi? Pour les raisons sexuelles, pour les raisons affectives, parce qu'elle ressemble à votre mère. We feel that we are free because we have forgotten the reasons. They lie so far in the past. On a le sentiment qu'on est libre parce qu'on a oublié les raisons qui font qu'on aime une femme plutôt qu'une autre. Les raisons pour notre comportement, et puis nous avons le sentiment de la liberté. Quand nous sommes, when someone requires us to do something, lorsque quelqu'un exige qu'on fasse quelque chose, we are aware then of how we are being controlled. Nous nous rendons compte explicitement de comment on nous contrôle, tandis on que... continue d'aimer une femme si elle vous renforce. Qu'est-ce que ça veut dire, renforcer? C'est le thème de Stendhal, de l'amour. C'est tout à fait stendhalien. Mais la dignité, alors? La dignité, c'est-à-dire la valeur d'un homme. Est-ce qu'il est responsible for what he does? What do you say? Est-ce que l'homme est responsable de ce qu'il fait? Responsable? Oui. Responsable de ce qu'il a fait.
bon ou mal. Les lois sont les systèmes de châtiment. Oui. Quand un homme est responsable pour... Oui, on considère que l'homme est responsable des crimes qu'il commet. Est-ce que l'écrivain est responsable pour les choses qu'il écrit? Je ne crois pas. C'est son histoire particulière et son endowment, genetic endowment, I don't know how you put that. Oui, vous dites que tout ça, l'écrivain qui écrit des livres, comme le criminel qui fait des choses, ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Mais je vous renvoie à la question, pourquoi pas dans la société vivre comme si ils étaient responsables? Why not live in a human society as if people were responsible for what they did? Ce que nous faisons maintenant, Oui. mais nous avons nos problèmes. Et je crois que nous pouvons Résoudre ces problèmes. résoudre ces problèmes si nous changeons notre conception du comportement humain. L'homme est donc un système réglé par des lois, comme un système physique. Oui. L'homme est réglé par des lois physiques, biologiques et psychologiques. Mais quand vous dites loi, ce sont vraiment des lois comme les lois de la physique, par exemple? Non. Les systèmes naturels ne répondent pas aux causes finales, dans le terme d'Aristote. Mais les êtres vivants peuvent être affectés, réglés par des conséquences. C'était Darwin qui a montré que dans la sélection naturelle, des organismes sont changés par les conséquences de leur comportement. Il n'y a pas de lois, dans le sens que des lois de physique qui soient uniques à la biologie. La physique et la chimie, qui est une partie de la physique, ont affaire aux problèmes généraux de toute la matière. La physique s'occupe par exemple du comportement des corps ou des atomes, n'importe où ils se trouvent, il n'y a rien d'unique. La biologie, c'est la science qui s'occupe d'un phénomène unique, qui est la vie, qui au moins sur cette planète a commencé une fois, s'est développé une fois, a produit au hasard, cet hasard qui n'est pas du vrai hasard, le hasard de la sélection naturelle, un certain nombre d'organismes. C'est un groupement d'organismes qui existent, et ce qui a permis à ces organismes de développer les formes, le pattern of type qui existe, c'est l'histoire de la sélection naturelle. C'est une science historique. Et c'est ça qui est unique. La physique n'est pas historique. Dans un certain sens, la seule science qui soit aussi historique, c'est, disons, la cosmologie et aussi, disons, la géologie. Mais elles sont historiques d'une façon différente, parce que c'est l'histoire de ce qui s'est passé dans des objets inanimés qu'on cherche de reconstruire. L'histoire de la biologie, c'est l'histoire de certains phénomènes par lesquels une certaine partie de la matière s'est organisée et a continuellement gagné de l'organisation. C'est cette gain d'organisation qui est unique à la biologie. C'est un phénomène, ce n'est pas une loi. C'est une différence très importante. Et dans le comportement humain, dans ce que nous appelons operant conditioning, le conditionnement opérant, nous étudions les arrangements des conséquences. Nous arrangeons que le comportement sera suivi par des conséquences particulières. Par exemple, dans nos expériences avec les pigeons,
il y a un pigeon dans un espace expérimental et il y a une petite fenêtre illuminée. Et le pigeon picote cette fenêtre. Et puis il reçut des viandes. Il reçoit de la viande. Il y a trois termes dans cette formulation. La fenêtre, le stimulus, le comportement, le picotement, et la conséquence, le viande. Nous avons des appareils très, très compliqués pour arranger les relations entre ces trois termes. Avec les hommes, le même programme se trouve dans tous les systèmes de chance à la casino. Au casino. Et c'est pourquoi les hommes deviennent comment dit-on, gamblers, des parieurs. Des parieurs, oui. Mais c'est-à-dire, vous voyez les casinos comme une sorte de grande école de contrôle du comportement humain. Mais le casino arrange les mêmes conséquences pour les hommes que nous arrangeons pour les pigeons, avec le même effet. Oui. Et vous pensez que les directeurs des casinos peuvent justement contrôler, prévoir très très exactement, précisément? Pourquoi non? Moi, je peux construire un système plus effectif pour le casino, mais je ne le fais pas. Il y a des limites du contrôle humain pour un homme, pour l'individu. Je ne crois pas qu'on peut prévoir en avance le comportement d'un individu. Mais pour les gens en général, c'est tout autre chose. Le jeune professeur Craig Fields est un disciple de Skinner. Sa femme a accepté de servir de cobaye dans cette expérience dite de conditionnement opérant. Avec l'aide des machines qui l'entourent, elle parviendra, sans vraiment comprendre ce qui se passe, à contrôler son rythme cardiaque. Les behavioristes, dont Skinner est le chef de file, y voient la preuve qu'il est possible de manipuler l'être humain comme une machine pour atteindre des comportements n'ayant aucun rapport avec sa propre volonté. Vous ne savez pas si je suis un robot, par exemple. Je ne sais pas si vous en êtes un. Mais cela ne fait aucune différence. Un robot bien conçu ne pourrait pas se distinguer d'un être humain. Alors ceci est une expérience au cours de laquelle le sujet va apprendre à contrôler les battements de son cœur. On peut apprendre à contrôler une variété d'autres choses, écrire, lire, n'importe quoi. Nous enseignons ici le contrôle des battements du cœur, de la tension artérielle et d'autres réactions. Nous avons un petit ordinateur qui contient un programme que j'ai rédigé. En ce moment, l'ordinateur traite un électrocardiogramme provenant du sujet. L'électrocardiogramme est affiché sur cet oscilloscope et de là, il passe par ces câbles et pénètre dans l'ordinateur. Puis l'ordinateur affiche l'électrocardiogramme pour démontrer qu'il le reçoit convenablement. Le graphique est produit ici, photographié par une caméra de télévision et transformé en un signal de télévision qui peut être transmis dans la pièce voisine. Le battement le plus récent se trouve de ce côté-ci. Le battement le plus éloigné dans le temps, 4 minutes plus tôt, est de ce côté-là. Et le graphique tout entier passe très lentement d'un côté à l'autre de l'écran. Ce graphique vous permet-il de savoir exactement ce qui se passe chez le sujet? Nous pouvons constater les changements dans le rythme des battements au cours des 4 minutes et voir s'il y a une tendance à apprendre. Mais à votre avis, cette expérience prouve-t-elle que l'homme est une machine? Pas absolument. On ne peut pas prouver rigoureusement que l'homme est une machine, tout comme on ne peut pas prouver qu'il n'est pas une machine. Pour prouver que l'homme est une machine, il faudrait pouvoir prévoir son comportement d'une manière précise et totale. Et à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas le faire. D'un autre côté, pour prouver que l'homme n'est pas une machine, il faudrait démontrer qu'il existe un aspect de son comportement que nous ne pouvons jamais prévoir au sens mécaniste. Il y a des choses très complexes dans le comportement humain. Nous n'avons
pas au moment une explication, non, du tout. Mais nous avons des idées, des thèmes, des signes d'un processus qui doit être réglé par des lois et que nous espérons que dans l'avenir, nous pouvons expliquer plus qu'actuellement. Les vitalistes ont tendance à croire qu'il y a peut-être une explication mystique des origines de l'homme. Vous-même, vous n'avez pas besoin de l'idée de Dieu. Non, les autres sciences étaient dans le passé vitalistes, mais par après ils sont changés dans la direction de la mécanisme et le champ du comportement humain, c'est le dernier qui résiste à cette modification. Dans les circonstances, quelqu'un nous comportons dans une façon et en résultat, nous avons des sentiments. Mais les sentiments ne sont pas les raisons pour notre comportement. Donc vous dites en quelque sorte que des sentiments comme la joie, l'espoir, les intentions, les désirs, tout ça, ce sont des sous-produits du comportement. Mais c'est un peu triste, non, de penser que ces choses ne jouent qu'un rôle tout à fait inférieur. Non, ce n'est pas triste à moi. Vous avez derrière vous une carrière très prestigieuse dans le domaine de la psychologie. Est-ce que vous êtes fier d'être ce que vous êtes aujourd'hui? Pas du tout, pas du tout. Et quand j'ai fini ce livre, j'ai dit à ma femme, je n'ai pas le sentiment que c'est mon livre. Je ne suis pas l'écrivain. Je suis une place dans laquelle ce livre a se produit. Vous n'êtes qu'un endroit auquel ce livre s'est produit tout seul. Un endroit dans lequel toute mon histoire a produit un livre. Dans un sens scientifique, il n'y a pas de la liberté ou de la dignité, c'est-à-dire un homme n'est pas libre à se comporter en aucune façon. Et la valeur d'un homme n'est pas une chose réelle. Le problème du déterminisme envers la volonté libre. Un des problèmes, qu'est-ce que ça veut dire? On sait, c'est un problème très important, mais c'est un problème extrêmement difficile à définir. Parce que quand on y pense, on peut toujours tomber sur le déterminisme. Je sais bien que si je pense à pourquoi je fais un certain mouvement à un certain moment, je peux trouver toutes les causes immédiates et les causes lointaines qui m'amènent à faire ça, c'est-à-dire je ne suis pas libre. D'autre côté, il y a quelque chose dans le cerveau humain qui me dit que je peux prendre une décision. C'est vrai que quand j'ai pris la décision, je l'ai prise et je peux toujours dire c'était la seule décision que je pouvais prendre à cause des circonstances. Mais il y a aussi un moment où je me sens libre. Et étant un bon existentialiste, je dis ça n'a aucune importance si je suis libre ou si je ne suis pas libre. Ce qui est important, c'est que je me sens libre. Vous n'êtes pas donc un mécaniste? Non, pas dans ce sens. Je suis un matérialiste, mais je ne suis pas un mécaniste. Et je crois que l'homme n'est pas une machine. Aucun être vivant est une machine, parce qu'ils ne sont pas créés pour un but, ils sont créés au hasard. Cleveland, Ohio. Un hôpital ultramoderne. Chef du service de neurochirurgie, le docteur White.
il a le premier isolé le cerveau d'un singe et réussit à le maintenir en vie. Very good. Brain looks good. On l'appelle The King, le roi. Son second exploit, la transplantation de la tête d'un singe sur un autre singe. Le but de cette chirurgie expérimentale, qui frôle le fantastique, est double. D'abord, étudier la possibilité de cette opération pour l'être humain sur le plan physiologique. Et puis cette greffe pose, bien entendu, des problèmes métaphysiques. Ce qui a fait la célébrité du Dr White aux États-Unis, ce sont non seulement ses travaux aux frontières de la fiction, mais le fait qu'il est resté un catholique pratiquant. Docteur, dans quelle mesure les travaux que vous avez faits sur la greffe de la tête sont-ils différents de ceux que l'on fait en Russie? Demokov, qui est professeur de chirurgie expérimentale à Moscou, est le premier à avoir tenté la greffe de la tête. Cela dit, le professeur Demokov prélève un peu plus du corps de l'animal que ne l'exige une transplantation de la tête proprement dite. Si nous prenons ce petit modèle, dont voilà la tête et voilà le cou, la poitrine et les deux bras, Demokov ne tranche pas à la hauteur du cou. Ce n'est donc pas vraiment une greffe de la tête. Le professeur Demokov tranche le corps de l'animal à la hauteur de la poitrine. Il ne s'agit donc en réalité d'une greffe de la partie supérieure du corps. Cette partie supérieure du corps inclut bien évidemment la tête. Donc, jusqu'au moment où nous avons commencé nos travaux, personne n'avait réussi à transplanter seulement la tête. Voici ce que nous avons fait. Nous avons simplement pris deux singes qui sont en fait des animaux dressés. Ils sont formés par notre psychologue expérimental et nous les appelons, pour nous amuser, les singes licenciés. Donc vous connaissez le comportement de vos singes? C'est ça. Ils subissent une série de tests et après plusieurs jours de tests, on connaît leur degré d'intelligence. Pour notre opération, il nous faut deux singes. Vous allez voir pourquoi. Disons que cet animal-ci, A, a été dressé pour nous et peut, en clignant des yeux ou en tournant les yeux, en ouvrant ou en fermant la bouche, etc., nous indiquer ses réactions à certains stimuli. Cet animal possède une mémoire et des souvenirs de ce qu'il a fait. Donc, il a appris à réagir à nos stimuli. Disons que le singe B, par contre, n'a pas été dressé. Maintenant, au moyen d'une opération chirurgicale très délicate, l'une de ces têtes peut être échangée. Puisque nous savons que celui-ci est un animal dressé, et par conséquent que son cerveau est dressé, c'est avec lui que nous voulons travailler. L'expérience consiste donc à greffer la tête du singe A sur le corps du singe B. À la suite de l'opération, on a donc coupé la tête de cet animal. Cette tête a été laissée de côté. La tête A, le cerveau dressé, a été greffé donc sur le corps de B. Voilà donc ce que vous obtenez. En principe, le corps A pourrait recevoir la tête B, mais c'est un problème très difficile qui ne fait que multiplier les difficultés qui sont déjà très grandes.
Mais croyez-vous qu'une greffe du cerveau humain soit possible dans un proche avenir? Alors, je pense que c'est une question importante parce qu'elle nous a été posée par un grand nombre de personnes à travers le monde. Tout le monde se pose cette question. Le cerveau humain peut-il être transplanté? Nos expériences ici sont importantes parce que le problème, c'est le rapport entre le cerveau et la tête. Si vous voulez transplanter un cerveau, si vous prenez le cerveau, ici le cercle intérieur, vous devez, par définition, l'isoler. C'est-à-dire qu'il vous faut couper toutes les grandes connexions. La moelle épinière, les nerfs visuels, les nerfs auditifs. Tout cela doit être coupé afin d'isoler le cerveau. Mais lorsque nous transplantons la tête, comme nous le faisons avec cet animal, le cerveau se trouve transplanté, mais il est relié à son nouveau corps uniquement par les vaisseaux sanguins. Et donc, la seule façon dont il peut correspondre, dont il peut transmettre des signaux au corps, c'est par les hormones qui circulent. La tête, elle, permet le transfert de tous ces nerfs qui communiquent avec le cerveau pour les yeux, l'ouïe, le goût, l'expression faciale, le mouvement des yeux. Il est vrai que nous sommes obligés de couper la moelle épinière et qu'ainsi l'animal AB ne peut bouger ni les bras ni les jambes. Mais il a des expressions faciales, il peut suivre des yeux, il peut voir. Si un cerveau humain pouvait être extrait d'une personne et pouvait continuer à vivre seul, diriez-vous que cette personne est encore vivante ou qu'elle est morte? Si vous voulez envisager la possibilité théorique d'extraire un cerveau humain et de le garder en vie, comme, disons, nous gardons en vie le cerveau du singe, ou si vous le transplantiez, je crois personnellement que ce qui est humain, l'intelligence, la mémoire, l'émotion, l'individualité, la personnalité, ce qui constitue vraiment une personne, c'est son cerveau. Ce n'est ni dans son bras, ni dans son foie, ou dans son cœur, mais c'est dans son cerveau. J'ai des convictions religieuses très profondes. J'ai moi-même, en vieillissant, sans doute, souscrit à la théorie qu'il y a en effet quelque chose de spirituel et de vrai au sens religieux, au sens théologique concernant l'homme, différent de ce que nous voyons dans son apparence physique, ou de ce que nous voyons sur une table d'autopsie. Et je crois que le système nerveux, et avant tout le cerveau, constitue le support de ce qui est spirituel. Chaque époque et chaque culture a une rencontre un peu différente avec la religion. Je ne pense pas qu'on puisse parler des religions de la même façon quand on vit dans un univers de machines que l'homme a créé que quand on vit dans la jungle de la Nouvelle-Guinée. La religion, c'est très difficile à définir. Je crois que c'est une expérience tellement personnelle que c'est une informatique symbolique très, très personnelle. Peut-être c'est l'informatique personnelle de l'âme.